Bonjour. Bonjour. Bon, on va surfer sur l'actualité en parlant de cette éruption volcanique qui a eu lieu il y a très peu de jours là en Islande. Oui. Alors c'est étonnant de voir à quel point une circonstance naturelle telle qu'un cataclysme peut entraîner en fait des conséquences sur l'organisation d'une société, d'un monde quoi, des conséquences gigantesques. Tu vois, il y a une paralysie des trafics aériens à cause de ce nuage-là gigantesque de cendres, tu vois. Bien sûr. Tout est figé, tout est bloqué. Tu sais que cette paralysie coûte 147 millions d'euros par jour. Voilà, oui. Tu imagines un peu? Oui, oui, oui. Ce sont encore les voyageurs qui vont payer la casse, j'imagine. Oui, de toute façon, il y aura bien un payeur. Mais en tout cas, ce qui est à remarquer, c'est qu'à un moment donné, donc cette belle société qui se veut être quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, se trouve être à la merci de la moindre petite escapade de la nature, c'est-à-dire que tu vois là il y a une explosion volcanique qui fait partie du décor depuis que le monde est monde, qui paralyse non seulement le lieu où elle arrive, c'est-à-dire qu'elle fait non seulement des dégâts sur place, mais qui contraint en quelque sorte l'ensemble de l'humanité à changer son emploi du temps. Tu vois, les aéroports sont bloqués parce que la machine ne supporte pas les déchets a pu projeter ce volcan. Effectivement, ça jette des poussières qui ressemblent un peu à de la pierre ponce. C'est un peu de la pâte à rouler. C'est quelque chose que dans un réacteur, je présume, ou simplement sur une carlingue, ça crée évidemment des dégâts. Ça fait du sablage. Hein. Bah, écoute, même quand c'est des particules, tu sais, des micro-particules, ça peut créer des conséquences même sur l'être humain. Tu vois, quand ça pénètre dans les poumons, je vais te dire, c'est la silicose peut-être au bout, je sais pas, moi que... Oui, tout à fait. Malgré que l'OMS va certainement dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Mais l'histoire, elle est surtout dans le fait qu'une société qui se veut de plus en plus à la pointe de je ne sais quoi, comme s'il s'agissait d'une société de plus en plus perfectionnée, elle est de plus en plus à la merci de toutes les impondérables que la nature peut offrir. Alors bon, tu parlais de petite escapade de la nature. Attends, en 1815, le volcan Tambora a entraîné 92 000 morts, t'imagines? C'était 100 fois plus... Là, il y en a autant, là? Oui, non, mais attends, c'était 100 fois plus violent que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki réunies, t'imagines? Je comprends, mais est-ce qu'il y en a eu autant de morts à cette fois? Apparemment, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de mort, à part un couple de curieux qui... Voilà, donc c'est pour ça que je dis... Non, laisse-moi finir. À part un couple de curieux qui voulaient voir ce spectacle naturel et qui se sont gelés de froid apparemment, parce que bon, tu sais que c'est un volcan qui est couvert par une couverture glaciaire, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est dangereux, parce qu'en fait, tu sais qu'il y a deux sortes d'éruptions. Il y a les éruptions rouges et les éruptions grises. Bon, les éruptions rouges, on connaît, c'est des effusions de lave fluide sous forme de coulées. Tu sais, ça provoque des jolis spectacles, tu vois. Mais les éruptions grises, c'est des éruptions explosives avec des laves pâteuses et des cendres sous forme de nuées ardentes. Tu sais, ces coulées pyroclastiques là qui sont en fait des mélanges de gaz brûlants, de lave incandescent entourés de nuages de poussière. C'est super puissant ces espèces de coulées. Donc dans ce cas en Islande, le problème est que sous l'effet de la chaleur, donc il y a eu la fonte des glaciers, et cette fonte peut engendrer une coulée de débris volcaniques qui peuvent entraîner des dégâts gigantesques et la mort de millions de personnes, tu vois. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts, mais ils ont décrété quand même l'état d'alerte à cause de ça, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va s'arrêter. De quelle manière? En entraînant tout sur son passage, c'est tout. Oui, mais il s'agit de l'Islande, ça reste localisé tout de même. Oui, mais au pied de l'île, là, il y a quand même énormément de populations qui vivent, hein. Oui, certainement d'ailleurs. Je ne vais pas nier le fait qu'une éruption volcanique peut créer des gros problèmes sur l'humanité et créer des morts autour d'elle. Ce qu'il s'agit là, c'est qu'un phénomène qui a lieu dans un endroit bien précis crée une perturbation sur l'ensemble de la planète
c'est-à-dire sur l'organisation des fluctuations de l'ensemble de l'humanité sur la planète. Ouais. C'est la démonstration, surtout, que cette organisation en question ne tient aucun compte de la nature. C'est donc quelque chose de totalement artificiel qui ne supporte en rien tout ce qui est naturel. Donc ça, on le voit là, excuse-moi, on le voit dans ce sens-là à présent, alors qu'on peut le voir chaque jour dans le fait qu'elle contraint l'homme d'une manière systématique à vivre totalement différemment que ce pourquoi sa nature est faite. Il est le larbin systématique de toute la mécanisation, de tout le système d'organisation d'une société qui, elle, se veut être quelque chose d'extraordinaire, extraordinairement merveilleux. Pas étonnant que l'homme soit déstabilisé par le moindre mouvement de la nature, puisqu'il vit contre nature. Ben voilà, c'est ça, effectivement. Donc cette organisation si extraordinaire et si merveilleuse est tout simplement quelque chose qui est contre nature et qui va à l'encontre de la nature humaine en priorité. Donc c'est ça que l'homme qui œuvrera lui-même à sa propre destruction. En fait, ce monde, c'est un géant au pied d'argile, finalement. Pour autant qu'on puisse l'appeler un géant, qu'on puisse l'appeler quoi que ce soit, c'est une aberration, tout simplement. Ouais. Voilà. C'est une aberration, c'est comme le monde traditionnel l'avait considéré, il s'agit là d'une monstruosité. Il ne s'agit de rien d'autre. C'est une anomalie. Une société comme celle-ci est tout simplement une anomalie. Elle n'est pas quelque chose de normal. C'est comme un cancer. C'est une anomalie dans le sens qu'à un moment donné, les cellules deviennent anarchiques et vivent aux dépens du restant de l'organisme qu'elle serait censée normalement aider dans son fonctionnement. Ben, sans aller jusque-là, il suffirait qu'il y ait une panne d'électricité au niveau planétaire, ce serait la méga catastrophe. Ben oui, parce qu'on tient à ça. C'est comme quelqu'un qui est sous le superflu avec tous les tuyaux possibles parce qu'il ne peut plus, lui, réagir d'aucune manière. Si on coupe, on enlève la prise, c'est fin du poteau. Et bien là, en l'occurrence, la société, l'ensemble de la civilisation moderne, elle est là. Dans ces conditions-là. C'est quand même étonnant quand l'histoire du modernisme date depuis combien de temps à peu près? 2-3 siècles? Comment l'histoire du modernisme? La technologie moderne, c'est quoi? C'est quoi, 2-3 siècles? Oui, ça dépend par où, ça a démarré très doucement, le départ de cette société, de cette civilisation. Elle est en quelque sorte le retournement que l'homme a eu par rapport à son principe, c'est-à-dire son détachement volontaire de son principe fondamental, où il a voulu prendre en quelque sorte ses ailes pour voler lui-même vers sa prétendue liberté. Ça a démarré il y a déjà pas mal de siècles, mais simplement, gentiment, ça a pris une vitesse qui est comme elle est exponentielle dans toutes ces choses-là, et on arrive actuellement à quelque chose de... Déjà, tu vois, le 19e siècle, c'était le temps de la mécanisation à outrance. Et c'est bien cette époque-là qui a fermé totalement les portes qui pouvaient amener l'homme à des compréhensions de ce qui est en dessus de lui. Et ensuite de ça, on est arrivé au XXe siècle où l'aggravation s'est faite dans le sens qu'il est arrivé la psychologie qui a ouvert les portes vers ce qui est en dessous de lui, etc. Et là, on est dans la période la plus catastrophique qui a démarré, c'est la dernière phase dans laquelle l'ensemble de l'humanité se trouve. Ce que je voulais dire, c'est que l'homme qui a vécu des millions d'années sans électricité, sans modernisme et tout, en 2-3 siècles, il a été déstabilisé. C'est grave, quoi. Cet affaiblissement, ça a été assez soudain, quoi. Mais c'est grave, pour autant qu'on considère ça d'une certaine manière, mais c'est parfaitement logique.
Ah bah oui, ça c'est clair. Si tu lâches un caillou depuis le 6e étage, puis tu trouves que c'est grave quand il arrive en bas, il va plus vite que quand il est parti, bien sûr, mais j'entends, ça reste parfaitement logique, ça peut pas être autrement. Quand tu ouvres une boîte de Pandore, tu mets en marche tout ce qui va avec. Donc les belles inventions modernes, tout ce qui est prétendument les progrès de la science, ils ouvrent en même temps l'ensemble de tout le développement possible de ce que ça représente. Ouais. On peut pas, c'est pas possible de faire autrement. Et sans compter qu'on vit une période qui correspond à ces choses-là, il y a eu des périodes où l'humanité a vécu différemment, c'est-à-dire que la manifestation des possibilités est constante, mais simplement il s'agissait de manifester d'autres possibilités, et actuellement voilà ce que l'on manifeste, c'est-à-dire l'aberration la plus totale, à un moment donné, doit être démonstrative et se manifester sur Terre et dans l'ensemble de l'humanité. C'est fou comme l'homme actuellement, tout ce qui est effets secondaires, conséquences, dégâts collatéraux, pour lui ça n'a aucune valeur. C'est vraiment le plaisir instantané, ce que rapporte quelque chose, et puis le reste on s'en moque, tu vois? Oui, oui, donc c'est ça, je te dis, le développement d'une possibilité, c'en est une, hein. C'est possible de voir les choses de cette manière-là. C'est possible de les vivre comme ça, simplement avec toutes les conséquences que ça représente. Donc il ne faut pas s'étonner des conséquences. Ouais, c'est sûr. On peut vivre totalement à l'envers de tout, hein. On peut faire. Notre organisme physiologique est fait de telle façon à ce que l'on doive le nourrir de certains produits, de certaines vitamines, de certains produits, de manière à ce qu'il puisse continuer. On peut arrêter tout ça. On peut arrêter, on peut manger, on peut sucer des cailloux, on peut manger des choses qui nous sont contraires, on peut même manger du poison, on peut tout faire. Simplement, les conséquences sont en rapport avec ce que l'on a fait. Et donc, à partir du moment où on n'est plus en accord avec notre propre nature, par rapport à la nature comme telle même, donc, les conséquences sont présentes instantanément. C'est tout à fait normal. Ouais. Et puis pour revenir à cette catastrophe qui a eu lieu, qui reste une catastrophe pour un ensemble, pour une collectivité, qui se trouve directement concernée, c'est démonstratif de voir que la planète entière se trouve coincée dans sa manœuvre, elle se trouve à la merci d'un événement comme celui-ci. Donc le personnage qui est au Japon, qui doit revenir sur Paris pour des raisons diverses, il est bloqué au Japon parce qu'il y a eu une éruption volcanique qui n'est pas de la plus grosse gravité en Islande. Ça a toujours été le cas quand même, sauf que ça a pris une autre forme actuellement. Donc, je ne vois pas comment au XVIIIe siècle, quelqu'un qui se trouvait au Japon ne pouvait pas rentrer sur Paris parce qu'il y avait une éruption en Islande. Ça, il faudra m'expliquer comment ça se peut. Oui, tout à fait, mais les gens qui habitaient autour, quand même... Je dis bien, pour les gens qui sont autour, c'est entendu, mais que ça puisse avoir des répercussions au niveau planétaire, c'est là où c'est démonstratif que plus on veut en faire, plus ça s'aggrave. Oui, exactement, effectivement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. À présent, quand on a parlé tout à l'heure de cette explosion qui a fait 92 000 morts et qui était 100 fois supérieure à Hiroshima et Nagasaki réunis, les bombes qui ont été lancées au Japon, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les bombes en question, elles ont été 100 fois inférieures, mais elles ont fait 100 fois plus de morts, proportionnellement. Ils ont minimisé le nombre de morts à l'époque. Oui, mais qu'ils aient fait n'importe quoi, on sait très bien que les explosions nucléaires faites volontairement par l'homme ont fait beaucoup plus de dégâts que tous les événements réunis, pris dans l'histoire jusqu'aux confins des possibilités de l'histoire. Voilà. Et continue de le faire parce que ces problèmes de bombes nucléaires avec radioactivité, ça continue. Donc il y a encore des gens qui souffrent de cela à l'heure actuelle. Oui, ça continue, puis sans compter que certainement, actuellement, notre technologie, qui est toujours virulente, aura trouvé encore des solutions beaucoup plus draconiennes pour diminuer l'ensemble de l'humanité. L'homme, avec le délire dans lequel il se trouve, est le prédateur même de l'ensemble de tout ce qui est vivant.
Et tu sais qu'il y a quand même, parmi tout ce beau monde, il y a eu quand même un médecin qui a eu l'intelligence de faire manger de la soupe au miso. Le miso, tu sais, cette espèce de pâte fermentée qu'on trouve dans la macrobiotique, hein, souvent chez les Japonais, je crois. Et ce miso, en fait, a eu pour conséquence comment dire, d'amoindrir tous les problèmes liés à la radioactivité. Oui, c'est-à-dire qu'il a mis les gens à l'abri, en somme, de la leucémie. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Grâce à ce miso. Ouais. Il n'y a pas que des... Alors, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Oh, mais ce médecin, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que c'était un adepte zen. Ah ben voilà. Alors, bien sûr qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est comme toujours. Simplement, là, il s'agit d'un adepte zen qui est médecin. Ça devient très secondaire, le fait qu'il soit médecin. D'ailleurs, je me demande comment peut-on devenir médecin si on est zen? Parce qu'il n'y a pas une antinomie, là? Non, il n'y a pas d'antinomie, pourquoi? Bah écoute, quand t'es zen, t'as pas envie de rentrer dans cette espèce de... Ça, j'ai plus d'envie. C'est une fausse notion du zen. Le zen, c'est pas ce que le modernisme veut nous présenter. C'est pas la recherche de tranquillité dans un petit coin. Oui, mais la médecine, c'est pas ce qu'on veut nous présenter non plus, tu vois. Oui, mais je comprends bien, mais je vois pas du tout le rapport qu'il peut y avoir entre le zen et une antinomie par rapport à la médecine. Je ne comprends pas qu'un maître zen ait envie de faire de la médecine telle qu'elle est présentée actuellement, c'est tout. Mais je ne comprends pas pourquoi a envie. Le a envie est de trop, surtout pour un adepte zen. Il y a longtemps qu'il n'a plus d'envie, puisqu'il a compris ce que représentait le destin. Donc il s'est retrouvé médecin malgré lui. Tiens, voilà du Molière. Bah, si tu veux, on peut d'ailleurs trouver ça drôle, mais il suffit de réfléchir 5 minutes pour s'apercevoir que c'est parfaitement dans les clous. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Où est le problème? Ah ouais, sans doute. Conscient de ce que représente le destin, représente le zen, représente tout, l'ensemble des choses. Là, il y a problème. Mais autrement, cette situation-là est parfaitement tolérable et normale. Enfin bref, tout ça pour dire que l'homme est facilement déstabilisable malgré l'impression qu'il a de puissance et de force. En fait, tout ça, c'est encore une illusion. Puis bon, l'impression qu'il a, il a une impression, je sais pas, qui est très relative. En tout cas, pour moi, il ne me fait pas cette impression-là, disons. Même en tant qu'impression première, je ne vois pas en quoi il représente une stabilité quelconque. En tout cas, lui, il le croit. Hein. Ah ben peut-être, mais alors donc comme quoi on peut être dans l'illusion la plus profonde sans s'en rendre compte. Eh ben, c'est justement ce que je voulais te dire. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, écoute, je te remercie. Bah écoute, c'est toujours avec plaisir. Hein. Et puis à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.